Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite capsule pour vous introduire au module l'humain animal éthique. On va revoir ensemble le cahier, je vais vous mettre finalement ce qu'on a vu en classe là, dans le PowerPoint et vous aurez en bas de votre écran le PowerPoint ainsi que le cahier. Là. Je vais alterner pour que vous soyez en mesure de suivre de votre côté et de réaliser les activités comme tout le monde. Donc je vous passe ça, l'humain animal éthique. Alors, commençons d'abord dans votre cahier. Comme vous pouvez voir à l'écran juste ici, on commence à la page 3 du cahier avec un encadré. C'est quoi un humain? En fait, notre module s'appelle l'humain animal éthique. Donc, c'est un module d'introduction qui vise à comprendre comment l'humain, ça va être notre objet d'étude et comment il est aussi fascinant, comment on vient à se poser la question que l'éthique, c'est proprement humain. Okay, ça ne s'applique pas nécessairement aux animaux, mais l'humain est également un animal. Donc on en vient à la première question. Qu'est-ce qu'un humain? En classe, on a défini plusieurs critères là, qui permettent de déterminer ce qu'est un animal versus ce qu'est un humain. Un animal, par exemple, on disait ça a des instincts, ça a par exemple des pensées qui sont uniquement reliées aux besoins. Manger, chasser, dormir, faire ses besoins, la vie sexuelle. Okay? Donc il y a vraiment juste les besoins des animaux, donc les besoins de base. L'humain, dérivé du singe, est également un animal. Donc, on a également ces critères-là. Okay, l'espèce d'instinct animal, le code génétique d'un animal. Mais ce qui différencie un humain d'un animal, et là, on en est venu après une dizaine de minutes à déterminer que ce qui différencie l'humain des animaux, eh bien, ce serait la fameuse conscience. Ça serait proprement humain d'avoir une conscience, d'avoir des pensées qui guide nos actions. D'avoir, par exemple, pas seulement des pulsions animales, c'est-à-dire, là, il faut que je mange, j'ai faim, là, il faut que je dorme, il faut que je me repose, là, il faut que je fasse mes besoins. Il y aurait également autre chose dans notre cerveau qui vient à contrebalancer ces instincts animaux. Par exemple, oui, j'ai faim. Donc, c'est mes pulsions animales, c'est mon côté animal qui ressort. Mais ta conscience, de l'autre côté, pourrait te dire, oui, mais là, en ce moment, je suis en classe. Je ne peux pas manger. Ou d'un côté, ça pourrait être, par exemple, ton instinct animal te dit « Hey, j'ai vraiment envie d'aller à la toilette, il faut vraiment que j'urine. » Puis ta conscience te dit de l'autre côté « Ouais, mais là, tu es en public, là, tu ne peux pas uriner ou tu ne peux pas, par exemple, péter devant tout le monde. C'est pas socialement bien, c'est pas socialement accepté. Il faut que je me retienne. » Donc, d'un côté, on a les instincts animaux et de l'autre côté, on a notre conscience, comme l'ange et le diable sur nos épaules, et ces deux aspects-là sont toujours en train d'alterner, sont toujours en contradiction, ou parfois même, ils vont dans le même sens, ce qui est plutôt rare, mais on a cette conscience-là et notre côté animal qui fait en sorte qu'on est toujours indécis entre ces deux aspects. Eh bien, la conscience, c'est proprement humain. Donc, c'est ce qui nous distingue des autres espèces animales. Maintenant, page suivante de votre cahier, donc page 4, qu'est-ce que l'éthique? Notre cours s'appelle Éthique et culture religieuse. Il y a un côté, c'est l'éthique, donc c'est le côté philosophie, le côté réflexion. Et on a une autre compétence en éthique qui est également la culture religieuse. Okay, donc là, on est vraiment dans la science des religions, on analyse le phénomène religieux, on voit les différentes religions, les mouvements de pensée. Donc, on est dans deux sphères complètement différentes. Là. Le cours d'éthique et culture religieuse, c'est comme une valise, c'est deux sciences mises ensemble. Là, on est vraiment dans le côté éthique, donc dans le côté philosophie, côté réflexion. C'est quoi l'éthique? On va le définir là, en somme. Ethos, d'où vient le mot éthique, ça veut dire manière de vivre. Donc quand je dis, moi j'ai une éthique de vie, c'est ma manière de vivre. C'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie. C'est mon éthique. Éthique et morale sont reliés à la base. Si on regarde justement l'étymologie du mot, là, ethos, c'est le mot moral et le mot éthique sont dérivés de ce mot grec-là, ethos. Donc, c'est une manière de vivre, une façon de vivre, une manière de voir les choses. Et quand on parle de morale, souvent, on a plus tendance à relier ça au côté religieux. Donc, la morale catholique, la morale chrétienne, la morale juive. Donc, c'est souvent plus relié là, à la religion, mais c'est un synonyme okay, d'éthique. Donc, c'est une manière de vivre. C'est ça, l'éthique. C'est d'abord et avant tout de réfléchir, de se poser des questions,
de venir à réfléchir, à avoir conscience de ce qu'on fait et d'analyser nos propres façons de faire. L'humain est en mesure de commettre des actions et de réfléchir à propos de sa propre action. Ça, on est dans un deuxième degré de réflexion. L'animal n'est pas en mesure de revenir sur ce qu'il a fait et d'y réfléchir. Mais étant donné que l'humain a une conscience humaine, eh bien, il est en mesure de réfléchir à propos de ses propres actions. Et dans le cours d'éthique et culture religieuse, surtout dans la partie éthique qu'on va faire, eh bien, on est constamment en train de réfléchir sur l'action de l'être humain. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Qu'est-ce qui est mieux de ne pas faire? Et aussi, quelle est la meilleure option? Et c'est là qu'on va s'en venir dans les prochains cours, c'est-à-dire des dilemmes. Comment bien réfléchir, comment prendre une décision éclairée? Eh bien, c'est ça l'éthique. C'est comment je vais déterminer la meilleure manière de vivre, comme on vient de voir juste avant. Comment je vais le faire? Eh bien, en réfléchissant. On réfléchit sur quoi? Bien, sur des situations personnelles ou collectives qui soulèvent souvent un conflit de valeurs. Chaque humain est doté de valeurs. Vous devez savoir ce qu'est déjà une valeur. Quand je dis valeur, je parle de valeur au sens moral. Je ne parle pas, par exemple, mon étui vaut 15 $. Ce n'est pas une valeur monétaire. C'est une valeur au sens moral, au sens que chaque individu a des principes, des valeurs morales qu'il chérit, qu'il trouve importants. Et au nom de ces principes-là, l'humain va poser des actions ou va ne pas poser d'action. Il va se retenir. Exemple, si pour toi c'est important la valeur du respect, eh bien, généralement, dans tes actions, tu vas tendre à respecter les autres. Tu ne vas pas, par exemple, insulter tout le monde, leur donner des coups de poing dans le visage, les intimider. Parce que toi, la valeur qui est importante, c'est le respect. Si une valeur importante pour toi, c'est la sécurité, eh bien, ça m'étonnerait que tu essaies de mettre en danger constamment les autres. Ou ça pourrait être que toi, c'est vraiment important d'avoir un logis, d'avoir un endroit où est-ce que tu peux vivre, un domicile, puis que tu te sentes en sécurité, que tu n'aies pas constamment à sentir le danger. Donc, quelqu'un pour qui la sécurité, c'est une valeur fondamentale, il va tout mettre en œuvre pour s'assurer que cette valeur-là soit respectée. Donc, dans ses actions, dans ce qu'il dit, puis dans ce qu'il fait. Donc, les valeurs. Un autre pourrait dire, mon valeur importante, c'est l'argent. Donc, quelqu'un qui va travailler fort, qui va, par exemple, avoir plusieurs emplois, qui se soucie beaucoup de l'argent, eh bien, ses actions vont concorder avec cette valeur-là. Donc, c'est à partir des valeurs qu'on commet des actions. Mais souvent, on n'a pas juste une valeur. On a plusieurs valeurs qui sont importantes pour nous. Et quand on arrive vis-à-vis d'une situation, eh bien, on peut être ambivalent. On peut être, par exemple, tiraillé entre des valeurs. D'un côté, ça pourrait être, par exemple, « Ah, j'aime vraiment cette personne », le côté plaisir, le côté attirance. Puis de l'autre côté, une valeur importante qui est la fidélité. « Ah, bien, je dois rester avec mon partenaire actuel ». Donc, tu es tiraillé. Donc, c'est pour ça un enjeu, un conflit de valeurs. C'est quand deux valeurs viennent à s'opposer dans une situation. Donc, on doit y réfléchir et se demander qu'est-ce qu'on va faire. Dans quel but? Eh bien, pourquoi on réfléchit à propos de ces valeurs-là? C'est pour évaluer ce qu'il faut faire pour le bien du plus grand nombre. Quelqu'un qui est très égocentré, qui a vraiment tendance à regarder seulement son propre point de vue, eh bien, il va seulement penser en fonction de lui-même. En éthique, on essaie de voir ça d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire au niveau de la société, pour le bien du plus grand nombre. Quand on fait une action, on essaie que ça ait le moins de conséquences négatives possibles pour le plus grand nombre. Donc, c'est dans la mesure qu'on est capable de faire des situations, des décisions dans lesquelles on est à l'aise, dans lesquelles on est en mesure d'être en paix avec notre propre décision. C'est quand on fait des actions qui font le bien du plus grand nombre. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est en paix avec nos décisions et qu'on adopte une manière de vivre qui nous correspond. Puis le résultat de ces réflexions peut avoir un impact sur les normes, peut avoir sur les lois, sur les droits, sur les règles de la société. Exemple, Martin Luther King, dans les années 50 aux États-Unis, avait des principes moraux. Il y avait des valeurs que lui trouvait importantes, comme l'égalité et la justice. Dans les années 50, aux États-Unis, il y avait des lois qu'on considère aujourd'hui comme étant racistes, parce que les lois n'étaient pas égales.
pour tout le monde. Il y avait une certaine discrimination en fonction de ta couleur de peau. Si tu avais la peau blanche, eh bien, tu avais certains avantages, tandis que si tu avais la peau d'une autre couleur que la peau blanche, que tu sois par exemple du Maghreb, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes d'Inde, dès que tu as la peau d'une autre couleur que la peau blanche, eh bien, tu étais désavantagé par rapport aux gens qui ont la peau blanche. Donc, selon Martin Luther King, ces lois-là étaient inégales et injustes aussi. Donc, au nom de la justice et de l'égalité. Hey, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui peut aller au même restaurant. C'est pas tout le monde qui peut aller dans les mêmes toilettes. C'est pas tout le monde qui peut aller boire aux mêmes fontaines d'eau. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir dans l'autobus au même endroit. Ces lois-là ne sont pas égales. Donc, au nom de ces valeurs-là, il a décidé de changer la loi, de faire des manifestations, et finalement, on en est venu à changer la loi pour que cette loi-là respecte les valeurs que M. Luther King évidemment, il trouvait importantes. Donc, les valeurs qu'il mettait de l'avant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut changer les normes. Okay? Et encore aujourd'hui, en fonction des valeurs qu'on souhaite dans la société, eh bien, on espère que nos règles et les principes respectent ces valeurs-là et qu'ils ne soient pas finalement au contraire et que ça ne vienne pas à désavantager le bien du plus grand nombre. Donc, c'est un peu ça les questions qu'on va se poser en éthique. Comment favoriser le bien du plus grand nombre? Ensuite, page suivante, qu'est-ce que ça signifie « L'humain est un animal éthique ». Le titre de votre cahier, c'est « L'humain est un animal éthique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce « animal éthique » ? Eh bien, c'est que oui, l'humain est un animal, donc on le sait, mais que l'humain est capable de réfléchir sur sa propre perception, sur sa propre action. Donc l'éthique réfléchit sur la personne humaine et son interaction. Donc on est capable de réfléchir sur l'animal qu'on est. Pour faire ça, il faut être autonome. Il faut avoir une certaine autonomie. Ça veut dire quoi? Autonomie, c'est je suis capable de prendre des décisions par et pour moi-même, mais je suis en mesure de m'appuyer quand même sur les autres. Okay? Il y a une différence entre indépendance et autonomie. Indépendance, c'est que tu es totalement seul, puis tu n'as pas besoin des autres. L'autonomie, c'est que oui, tu es capable de faire ta pratique tout seul, tu es capable de prendre des décisions tout seul, mais tu es en mesure de te référer aux autres également. Ils sont là pour toi. Donc, c'est la condition première de la prise de décision éthique, l'autonomie. Il faut absolument être autonome pour être en mesure de prendre une décision éclairée. Si toi, tu te réfères toujours à ce que tes parents te disent et que tu t'appuies toujours sur eux pour prendre tes décisions, eh bien, tu n'es pas autonome. Au contraire, tu dépends de quelqu'un. Ah, moi, par exemple, mon ami croit que cette bande dessinée est vraiment très amusante. Eh bien, moi aussi, je pense que cette bande dessinée est très amusante parce que mon ami pense cela. Tu n'es pas autonome. Tu n'as pas pris une décision par toi-même. Tu dépends de l'autre. Eh bien, dans un citoyen responsable, dans la société actuelle, on essaie de tendre vers l'autonomie pour qu'on vous donne les outils et que vous soyez en mesure de prendre des décisions par et pour vous-même. Okay? Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre des décisions éclairées par soi-même et des décisions avec lesquelles on est à l'aise. Parce qu'on peut se tromper dans nos décisions. Quand on ne réfléchit pas assez longtemps à ce qu'on veut faire, on prend une décision sur le coup de l'émotion et parfois, il y a des conséquences négatives et on ne vit pas bien avec la décision. Donc, l'humain, quand, par exemple, il ne vit pas bien avec une de ses décisions qu'il a prises, il va soit rejeter la faute sur les autres, « Ah, mais là, je ne savais pas, c'est de ta faute, c'est ça qui est arrivé », ou il va juste chialer, puis il va devenir quelqu'un de très désagréable. Parce qu'il n'est pas à l'aise avec sa propre décision. Il n'assume pas les conséquences de son action. Mais pour éviter de ne pas être à l'aise et en paix avec ses décisions et ses actions, il faut d'abord faire une réflexion au préalable, une réflexion qui nous permet de voir les options, les conséquences positives et négatives. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on va se pratiquer pendant l'année à prendre des décisions éclairées et à voir les deux côtés de la médaille. Finalement, l'éthique, au final, c'est une discipline qui est uniquement humaine. Parce qu'elle nous pousse à nous éloigner de nos instincts primaires, nos instincts animaux, ce que les autres espèces animales, ils ne peuvent pas faire.
Et c'est ce qui est parfois difficile pour l'humain, justement, de se détacher de ses émotions, de ses instincts. Certaines personnes agissent beaucoup avec leurs instincts. Et bien, dans le cours, on va essayer de se distancer de ça, de prendre des décisions qu'on dit rationnelles, et ensuite de prendre la meilleure décision possible. Mais ça va être un exercice assez complexe, mais on va y travailler, inquiétez-vous pas. Maintenant, dans les pages suivantes, normalement dans votre cahier, ça serait la fameuse page avec des chiffres. Ça serait la page 6, juste ici. Okay? Normalement, je vais passer un test aux élèves. Okay? Un test qui a rapport avec les pages suivantes, à la page 7 et 8, là, sur les stades de Kohlberg. Okay? Donc, ce test-là, au final, je ne vous ferai pas faire, là, évidemment, c'est pour évaluer le niveau de conscience morale des individus. Okay? Donc, c'est un vrai test qui est un extrait d'un test réalisé par Lawrence Kohlberg, un psychologue américain très reconnu. Et c'est pour évaluer justement à quel niveau moral vous êtes. Okay? Selon Kohlberg, et c'est ce qu'on voit à la page 7 et 8, comme vous voyez juste ici, donc vous pouvez prendre la page 7 de votre cahier papier. Page 7. Selon Lawrence Kohlberg, il existe 6 stades de développement moral. C'est-à-dire, il y aurait des stades qui sont plus complexes en termes de réflexion et des stades qui seraient plus simples en termes de réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est que à force de passer des questionnaires et de mettre en situation des êtres humains lors d'expériences, Kohlberg a identifié que les individus ne justifiaient pas toujours leurs actions de la même manière. Il y en a qui avaient des réflexions plus simples, qui justifiaient ça de manière très égocentrée, c'est-à-dire ils se fiaient tout juste à eux-mêmes, tandis qu'il y en a d'autres personnes qui justifiaient leurs actions de manière beaucoup plus complexe en considérant les autres dans leurs actions. Ce que je vous montre, ici, les 6 stades de Kohlberg, ça a le rapport avec la justification de l'action. Ça veut dire que, dans une situation quelconque, on pourrait prendre la même situation, et c'est ce que j'ai fait pour les 6 exemples que vous allez voir, c'est la même situation, mais la justification de pourquoi je fais cette action-là ou pourquoi je ne la fais pas, eh bien, ça va se complexifier. Le stade 1 étant plutôt la réflexion d'un enfant, tandis que le stade 6 serait la réflexion d'un adulte qui a atteint un niveau moral exceptionnel. Et je vais vous montrer l'évolution justement de cette intelligence morale-là. Okay? Donc, vous allez mieux comprendre là, à partir des stades 1 à 3, vous allez un peu comprendre la logique. On va y aller de manière plus complexe et une réflexion plus avancée. Okay? Donc, je vous montre les 6 stades selon Kohlberg. Okay, je tiens bien à le dire, selon Kohlberg. Selon Kohlberg, il existe 6 stades. Okay? Et ces stades-là, il y aura une évaluation là-dessus dans laquelle vous aurez à associer quel stade correspond à quelle mise en situation. Donc, je vous montre les stades, puis ensuite, aux pages suivantes, vous avez des exercices à réaliser. Premier stade. Selon Kohlberg, les enfants commencent au stade 1 de réflexion morale. Parce qu'au stade 1, les individus ils font des choix en fonction de la récompense ou de la punition qui est rattachée au choix. Ça veut dire que l'enfant, lorsqu'il, par exemple, voit des bonbons sur une table, eh bien l'enfant, il va faire une action en fonction de ce que ça va lui rapporter pour lui. Si l'enfant il prend les bonbons, puis après ça, il sait qu'il va se faire taper ses doigts par son parent, parce qu'il n'avait pas le droit, il ne le fera pas. Mais au contraire, si il voit qu'il y a une récompense pour lui au bout du compte, eh bien, il va faire l'action. Je vous montre l'exemple, okay? Et cet exemple-là, on va le reprendre toujours, puis vous allez voir l'évolution. Exemple. Je ne conduirai pas en état d'ébriété parce que j'ai peur de me faire arrêter et de perdre mon permis de conduire. Au stade 1, on se fie seulement à la punition ou à la récompense d'une action. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais me faire taper ses doigts ou pas? Est-ce que je vais être récompensé ou pas? Dans ce cas-ci, je ne vais pas conduire sous parce que j'ai peur de me faire taper ses doigts, de me faire arrêter par la police puis perdre mon permis de conduire.
C'est tout ce que tu t'intéresses à toi-même, puis est-ce que je vais me faire taper ses doigts ou pas. Stade 1. Stade égocentrique, on parle de 4 à 5 ans là, pour les enfants. On pense juste à soi. Stade 2, on est encore égocentrique, c'est-à-dire on pense encore à soi-même et on ne considère pas les autres dans notre réflexion. Mais cette fois-ci, on voit si ça nous donne une récompense, donnant-donnant. Okay? Donc, je fais des choix en fonction de ce que je peux retirer, de ce que ça peut me donner, moi, comme avantage. Je m'en fous des autres, mais je veux juste voir si ça me donne une récompense, si finalement ça va m'apporter quelque chose. Si je reprends le même exemple là, pour l'état d'ébriété, je vais conduire en état d'ébriété parce que je dois rentrer chez moi et que les autres alternatives pour me rendre chez moi seraient plus compliquées pour moi. Donc au final, quand je regarde une situation, c'est ce qui est le plus avantageux pour moi. Au même titre qu'une personne pourrait dire, moi je donne un cadeau à mon partenaire parce que je m'attends à ce que lui m'en redonne un en échange. Parce que quand moi je donne un cadeau à une personne, eh bien cette personne-là va se sentir mal de ne pas me redonner un cadeau. Donc moi je donne un cadeau à l'autre personne uniquement pour que lui m'en redonne un en retour. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est moi, donnant. Ce que je peux en retirer comme satisfaction personnelle. Donc, je ne suis pas encore en train de considérer l'autre dans mon raisonnement, mais par exemple, je suis conscient qu'il y a une espèce d'échange avec l'autre. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus évolué que le stade 1. Ce n'est pas juste la punition-récompense, on est dans un début de relation, du donnant-donnant. Stade 2. Maintenant, on rentre dans le stade 3, qui est le niveau, on dirait central, c'est-à-dire le niveau dans lequel les individus se situent le plus. Entre le niveau 3 et 4, là, vous allez voir, la majorité des individus dans la société, selon Laurence Kohlberg, se situent dans ces deux stades. Le stade 3, c'est un stade qui débute notamment à l'adolescence et c'est le stade qui s'intitule « Bon garçon, bonne fille ». Autrement dit, si vous voulez vous rajouter une petite note là, juste en dessous de « Bon garçon, bonne fille », ce stade-là, c'est l'influence des autres. Le stade 3, c'est l'influence des autres. Bon garçon, bonne fille. Ce que je veux dire par là, c'est que l'individu, au stade 3, il fait des choix en fonction du regard des autres pour se sentir accepté. Donc, au stade 3, l'individu, il est conscient qu'il y a des gens autour de lui. Il est conscient qu'il y a des gens qui l'observent. Et c'est le regard des autres qui va influencer sa décision. Exemple, je ne vais pas prendre ma voiture en état d'ébriété parce que mes amis pourraient penser que je suis un irresponsable et que je ne veux pas me sentir jugé par eux. Donc, c'est en fonction des autres que je prends ma décision. Je ne veux pas passer pour un innocent, je ne veux pas passer pour un voleur, je ne veux pas passer pour une personne égoïste, donc je vais faire ceci ou je vais faire cela. Donc, je justifie mon action par le regard des autres. Bon garçon, bonne fille, l'influence des autres. Au secondaire, surtout au début secondaire, là, je vous dirais début 12 ans jusqu'à à peu près 14 ans, ce stade-là est extrêmement présent auprès des jeunes. Tout simplement parce qu'on veut justement pas être hors norme, on ne veut pas être anormal ou qu'on ne veut pas être différent. Donc, le regard des autres compte beaucoup dans ce que je vais faire et dans qui je suis. Okay? Donc là, on se préoccupe des autres, mais c'est vraiment le regard des autres qui est important dans la prise de décision. Donc, dès que vous allez voir dans une situation ce que les autres peuvent penser de moi ou je veux me faire voir comme ceci, c'est du stade 3 là, automatique. Je vais juste passer à la prochaine diapo. Donc, vous allez pouvoir passer à la page suivante, page 8, et on va voir les stades 4 à 6. Donc, page suivante, page 8. Entrons maintenant dans le stade 4. Selon le test qu'on a fait en classe, la plupart des individus de la classe sont au début du stade 4. Le stade 4, c'est la conscience des lois. Donc, c'est un stade de prématurité éthique au début de l'âge adulte, là, vers la fin du secondaire, là, début 18 ans, on commence à être dans le stade 4. Et c'est quoi ce stade-là? C'est que l'individu, il prend conscience qu'il y a des lois,
et des règles, et qu'elles peuvent servir, ces règles-là, et on doit les respecter. Okay? Donc, je suis conscient qu'il y a des gens dans la société, okay? Et que la société s'est munie de lois pour le bien de tout le monde. Okay? Bref, si je vous montre un exemple, je ne conduis pas en état d'ébriété parce que la loi l'interdit et que je respecte les lois. Okay? Donc, l'individu au stade 4, il est conscient qu'il y a des lois, il y a des principes, il y a une autorité. Ça, si vous voulez le noter, ça peut être très bien. Là. Conscience des lois, c'est autorité et ordre social. Donc, c'est une personne qui est consciente qu'il y a des lois, c'est une personne qui est consciente qu'il y a des principes dans la société, puis ils s'appliquent à tout le monde, puis moi, je les respecte. Okay? Parce qu'on est dans une société. Donc, les lois. Conscience des lois, stade 4. À l'école, par exemple, certains diront, moi, je respecte le code vestimentaire, là, je porte ma garde-robe scolaire parce que c'est la règle, puis la règle est instaurée pour tout le monde. Ça fait partie de la loi, puis moi, je respecte la loi. Stade 4. Okay? T'es pas dans moi, je respecte le code vestimentaire parce que les autres vont voir que je suis une bonne personne. Ou moi, je respecte pas le code vestimentaire parce que, au contraire, je vais avoir de la cool. Quelqu'un du stade 1 dirait, moi, je respecte le code vestimentaire parce que j'ai peur de me faire taper ses doigts par un enseignant. Ça, c'est du stade 1, punition. Le stade 4 va dire, moi, je porte le code vestimentaire parce que je respecte la loi. Voyez la différence? Stade 1 et stade 4, là, on n'est pas à la même place du tout. Stade 5 et 6, ce sont les stades que Kohlberg dit de post-maturité éthique. Donc, on est là dans des stades beaucoup plus évolués. À l'âge adulte, les gens vont idéalement se rendre au stade 5. Peu de personnes vont se rendre au stade 6. On parle d'une fraction d'individus. Mais le stade 5 serait l'idéal à atteindre pour la plupart des individus parce que c'est ce qui est accessible. Okay? Donc, le stade 5, c'est la conscience sociale. Retenez bien le mot social. Okay? Conscience sociale. C'est-à-dire, dans ce stade-ci, l'individu il est conscient qu'il fait partie d'une société et il fait des choix en pensant toujours au bien-être des autres. Il va respecter les lois et les règles s'il juge qu'elles apportent ce qu'il y a de mieux au groupe. Donc, ici, on est au niveau de la société. On n'est pas au niveau du monde entier, on n'est pas juste au niveau, par exemple, de la famille, on est au niveau de la société. Et un individu va faire une action s'il considère que ça fait le bien du plus grand nombre dans la société. Exemple, je ne vais pas conduire en état d'ébriété parce qu'il est important que tout le monde se sente en sécurité. Et je ne veux pas transgresser une loi qui sert à protéger la sécurité de tous les citoyens. Donc ici, au nom de la sécurité, je ne vais pas transgresser la loi. Stade 4 dirait, c'est la loi, donc je ne le fais pas. Le stade 5 va dire, hey, dans cette loi-là, il y a le principe de sécurité, puis tout le monde devrait se sentir en sécurité dans la société, donc je ne vais pas le faire. Voler, c'est pas bien. Je veux que personne ne se fasse voler dans la société, donc je ne vais pas voler. On est au stade 5. C'est pas au stade 4. La loi dit de ne pas voler, donc je ne le fais pas, puis moi je respecte les lois. Là, on est vraiment à un niveau supérieur dans lequel on comprend que la loi est issue d'une valeur, d'un principe, et c'est au nom de ce principe-là que je respecte, par exemple, la loi. Au même titre qu'un individu pourrait dire, comme Martin Luther King, exemple, pourrait dire, hey, au niveau de la société, là, cette loi-là, elle n'apporte pas le bien du plus grand nombre. Donc, moi, j'ai un principe que je considère comme supérieur, par exemple, le bonheur, et cette loi-là n'apporte pas le bonheur au plus grand nombre d'individus, donc je ne la respecte pas. Stade 5, parce que je me base au nom d'une valeur. Je suis vraiment dans la conscience sociale, stade 5. Okay? Stade 6, le dernier stade selon Kohlberg, l'espèce de perfection morale, c'est la conscience universelle. Donc, on est au niveau de l'univers, du monde entier. On est vraiment dans que la collectivité prend plus d'importance aux yeux de l'individu que sa propre personne. L'individu, il est prêt à sacrifier son propre bien-être au profit du bien-être de la collectivité. Exemple. Mais là, vous allez comprendre tout de suite là, pourquoi on parle d'universalité. Là, c'est vraiment des principes qui sont beaucoup plus évolués. Je ne veux pas conduire en état d'ébriété, car il est impensable que je fasse une action qui pourrait menacer la vie ou l'intégrité d'un autre être humain.
Et je vais créer un organisme de prévention sur l'alcool au volant, tout en faisant une grève de la faim et des manifestations pacifiques pour conscientiser la population à cette cause. Okay? Donc, on est dans des principes universels. On est dans vraiment, là, il n'y a personne dans le monde qui devrait vivre ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, au contraire, je veux que tout le monde respecte ce principe-là dans l'univers. Donc, je suis dans la conscience universelle. Je vais au-delà de la société. Puis ça devrait être comme ça partout. Par exemple, les droits humains, le droit de la personne. Donc, ça, c'est universel. Tout le monde a le droit à ça. Okay? C'est pas juste dans la société, c'est un droit fondamental de l'être humain. Donc, à ce moment-là, on est dans la conscience universelle. Okay? Stade 6. J'espère que ça vous aurait éclairé, le stade 1 à 6, dans lequel stade vous vous situez. Vous aurez à vous poser la question vous-même, de voir vos justifications, elles se rendent jusqu'où, jusqu'à quel niveau. Eh bien, si jamais vous voulez pratiquer et déterminer justement votre conscience morale, vous pouvez vous rendre à la page ici dans votre cahier, à la page 9, juste ici, et réaliser le dilemme de Heinz. Je vous l'explique brièvement, le dilemme de Heinz. C'est un dilemme dans lequel, je vais vous montrer la diapositive, dilemme de Heinz, voilà. Dans le dilemme de Heinz, on met en cause une situation dans laquelle il y a un conflit de valeurs. On l'a vu au début du cahier, lorsqu'on a des valeurs qui se mettent en conflit, eh bien là, on doit prendre une décision. On doit réfléchir et déterminer quelle option est la mieux pour nous et pour les autres. Dans le dilemme de Heinz, c'est l'histoire d'une femme qui est malade et son mari veut la sauver. Okay, sa femme est mourante. Il doit, par exemple, la soigner en lui administrant un médicament. Médicament qui est seulement disponible chez un certain pharmacien. Donc, le mari se rend chez le pharmacien et demande de se procurer le médicament. C'est un médicament très rare, donc le pharmacien met le prix du médicament à un prix exorbitant, et on dit 3 000, 4 000 $. Okay? Parce que lui, le pharmacien, voit une occasion de faire du profit. Heinz n'a pas les moyens de se procurer le médicament. Il n'a pas les moyens de l'acheter. Donc, il décide, par exemple, de supplier le pharmacien de lui donner gratuitement pour sauver la vie de sa femme. Le pharmacien refuse. Heinz est confronté à un dilemme. Soit il ne vole pas le médicament et sa femme décède, ou il décide de voler le médicament pour sauver sa femme. Donc, d'un côté, il ne vole pas, il respecte la loi, mais il perd son être cher, ou il décide de voler, commettre une mauvaise action pour sauver sa femme. Que faire? Tel est le dilemme. Qu'est-ce que Heinz devrait faire? Eh bien, dans vos pages, ici, à la page 9, vous devez, par exemple, identifier pour chacun des stades quel est le raisonnement. Okay? Donc, par exemple, pour le stade 1, okay? Une personne qui est au stade 1 interpréterait la situation du dilemme de Heinz comme ceci. On dirait, par exemple, je suis dans le stade de punition-récompense, je ne volerai pas parce que j'ai peur de me faire taper ses doigts par la police. Stade 1. Ou je vais voler, au contraire, parce que quelqu'un pourrait dire, je vais voler dans le stade 1 parce que je ne veux pas me faire punir par Dieu de ne pas avoir volé. Ça pourrait être une réflexion stade 1. Okay? Et quand vous allez monter, par exemple, jusqu'au stade 6, eh bien, la réflexion va être beaucoup plus avancée. Ça va être une réflexion, par exemple, on a toujours le droit à la vie. Hein? Donc, je vais voler parce que tout le monde a le droit de vivre. Donc, voler le médicament, ça serait bien, par exemple. Donc, si vous voulez réaliser l'exercice pour identifier finalement comment vous allez justifier selon chacun des stades, bien, ça peut vous aider grandement. Okay? Donc, cet exercice-là, je vous le rappelle, ça aide à comprendre les stades de Kohlberg. Et les stades de Kohlberg, c'est pour justifier une décision. Il y a toujours deux choix. Tu peux prendre chacun des choix, peu importe le stade. Mais c'est comment tu justifies ta décision qui fait toute la différence. Parce qu'une personne au stade 1 et une personne au stade 6 peut prendre la même décision, ils volent, par exemple, mais pour deux justifications complètement différentes. Donc, c'est ce qui fait toute la différence. Okay? Donc, si vous voulez réaliser l'exercice de la page 9, je vous le suggère. Celui de la page 10, vous pouvez me parer ça là, si vous voulez. C'est un petit peu plus complexe, puis finalement, là, pour certains, on comprend l'exercice après 1. Là. Donc, vous pouvez ne pas faire l'exercice de la page 10, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous tombons dans la page 11 de votre cahier. Je vous mets ça juste ici. La page 11 de votre cahier.
c'est des expériences de psychologie sociale. OK? Donc, avant de poursuivre, je vous explique ce qui est évalué dans votre cahier. Dans votre cahier papier, ce qui est évalué, c'est la partie que je vais commencer maintenant, des expériences de psychologie sociale. En effet, des pages 13, comme vous pouvez voir jusqu'à l'écran en ce moment, page 13 jusqu'à la page 16, vous avez des questions à répondre. Ce sont des questions qui concernent 4 expériences de psychologie sociale. Okay? Donc la page 13 jusqu'à la page 15, ça concerne les expériences. Et à la page 16, vous avez une question de réflexion, okay, sur les expériences puis notre module en tant que tel. Okay? Donc c'est une grosse question au final. Donc pour ça, 30 points qui sont attribués à l'expérience de psychologie sociale. Donc ça, ce sera à compléter avec ce que je vais vous discuter dans un instant. Donc je vais passer chacune des expériences et pour chacune des expériences, vous aurez à remplir 2 questions. Quelles sont ces questions? C'est toujours les mêmes là, pour chacune des expériences. C'est d'abord, comme vous pouvez voir à l'écran, 1, c'est quoi la question de départ de l'expérience? Et 2, quelles sont les conclusions de l'expérience? Okay. Donc ce sont toujours les 2 questions. Pour Milgram, pour Stanford, pour Darley-Nathané et pour Ash, c'est quoi la question de départ de l'expérience et qu'est-ce qu'on apprend, quelles sont les conclusions de l'expérience par rapport au comportement humain. Avant de poursuivre, je vous explique à quoi ça sert. Et aussi, l'autre partie qui va être évaluée, c'est la partie sur les tests de Kohlberg. Okay, comme j'expliquais tantôt, il y a 2 choses qui sont évaluées dans le cahier. Les stades de Kohlberg, un petit examen papier rapide, et vous avez l'expérience de psychologie sociale. Avant de poursuivre, pourquoi on parle d'expérience de psychologie sociale? À quoi ça sert? Est-ce que c'est parce que ça nous apporte du bonheur dans la vie? Est-ce que c'est parce que justement ça nous fait autant de bonheur que du chocolat? Non. Eh bien, c'est parce que ça nous permet de mieux comprendre le comportement humain. OK? Comme je l'ai spécifié déjà au début du module, l'humain, c'est un animal complexe. C'est un être qui est notre sujet d'étude en éthique. On n'analyse pas les chiffres, ou on n'analyse pas la matière comme en chimie, on n'analyse pas les éléments. Nous, ce qu'on étudie en éthique, c'est l'humain. Et l'humain, il est très complexe. Et avec les expériences qu'on va voir, malgré le fait que l'humain, il y a des principes, OK? L'humain, il a une conscience, il a des valeurs, puis il agit selon ces valeurs-là. Parfois, quand on le met dans certaines situations, sa conscience, elle le trahit. Parce que l'instinct animal, parfois, revient. Ou au contraire, l'humain, on dirait que sa conscience, elle bloque, elle fige dans certaines situations. Comment ça se fait? Eh bien, on va le voir dans les expériences. Donc, ces expériences-là nous permettent de mieux comprendre le comportement humain. Ils nous permettent de voir comment, malgré ce qu'on pense, nous-mêmes en tant qu'humains, on n'est pas comme un robot, on n'est pas constant. Okay? Même si on a des valeurs de respect, de sécurité, d'argent, des valeurs de la vie, malgré le fait qu'on a ces principes-là, parfois, on ne va pas les respecter. Nos actions ne vont pas concorder avec nos valeurs. Eh bien, les expériences que je vous propose, les 4 expériences, vous allez voir comment l'humain, au final, des fois, il ne respecte pas tout le temps ses propres principes. Puis ça, c'est un peu, c'est choquant parfois de voir ça, de se rendre compte que, hey, on n'est pas toujours aussi parfait qu'on le pense. Donc, je vous propose 4 expériences pour mieux comprendre cela. D'abord, la première expérience que je vous propose, c'est l'expérience de Milgram, l'expérience de Stanley Milgram. En quoi consiste cette expérience? Eh bien, l'expérience de Milgram a été réalisée en 1962 à l'université Yale aux États-Unis. Une expérience qui est très reconnue aujourd'hui dans le milieu des sciences, notamment parce qu'elle a fortement frappé l'imaginaire et qu'elle est encore bien présente dans les milieux universitaires aujourd'hui. C'est une expérience qui a été réalisée à l'aide de sujets, à l'aide d'individus comme vous et moi, qui ont été invités à participer à une étude. Ils ont été rémunérés par l'étude et ont été déterminés par tirage au sort. L'expérience, le but de cette expérience-là, c'est de comprendre l'obéissance de l'être humain. C'est de comprendre comment l'humain obéit. Parce que Milgram, Stanley Milgram, le chercheur dans l'expérience, est issu d'une famille juive.
On est en 1962, je vous rappelle, lorsqu'on fait l'expérience. Moins de 15 ans avant, la fin de la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Et vous le savez comme vous et moi, dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des atrocités qui ont été commises par les soldats nazis. Et cette année Milgram, on est venu à la question, comment des êtres humains, comme vous et moi, qui étaient des soldats, qui faisaient partie de l'armée allemande, ont-ils pu commettre des gestes aussi odieux envers d'autres êtres humains et à les envoyer dans des chambres à gaz et en exterminant des gens comme ça? Comment ils ont pu faire ça? Comment c'est moralement possible de commettre de tels gestes? Eh bien, Milgram s'intéresse à l'obéissance. À quel point un individu obéit à un autre. C'est quoi les facteurs qui font qu'il obéit? Donc, le thème en tant que tel, c'est l'obéissance. La question de départ, comment l'humain obéit? C'est ça qu'on veut savoir dans l'expérience, c'est comment l'humain va obéir à une autorité. Comment l'humain va-t-il faire et pourquoi il le fait? C'est ce que Milgram veut déterminer. Une autorité, c'est une personne qui détient le pouvoir. C'est une personne ou une entité qui est considérée comme légitime. Exemple, en classe, mettons. Si vous écoutez votre enseignant, puis vous faites ce qu'il vous dit, c'est que vous considérez son autorité comme étant légitime. Vous considérez que ce qu'il dit, puis ce qu'il représente, je suis d'accord avec ça. Je dis oui. Donc, quand par exemple, je vous demande une consigne en classe et que vous la réalisez, vous obéissez. Vous répondez positivement à ce que je vous dis de faire. Au même titre que, peut-être que vous avez un chien à la maison, un animal de compagnie, si vous dites à votre chien assis, couché, et qu'il le fait, il vous obéit. Parce que vous êtes la source d'autorité, vous êtes son maître, et il vous obéit. S'il ne le fait pas, puis qu'il se roule à terre, puis qu'il commence à manger des croquettes, il vous désobéit. Donc, il répond négativement à votre autorité, parce qu'il ne la considère pas comme étant légitime. Okay? Au même titre que si votre enseignant vous dit « S'il te plaît, peux-tu aller m'attendre dans le corridor », puis vous dites « non », bien, vous désobéissez, parce que vous ne considérez pas que ce que lui vous dit, ou ce qu'il est légitime. Donc, c'est ça l'obéissance. Dans l'expérience de Milgram, on a d'abord, et regardez l'image d'en bas, là, juste ici au bas de votre écran, vous avez d'abord 3 individus qui font partie de l'expérience. Avec la lettre S en bleu, vous avez ce qu'on appelle le scientifique. Okay? Le scientifique, lui, il supervise l'expérience. Il est habillé avec un sarrau, comme vous pouvez voir en haut à gauche, c'est comme l'animateur. C'est lui qui mène l'expérience. Avec la lettre W en rouge, vous avez le sujet de l'expérience, c'est-à-dire la personne comme vous et moi qui participe à l'expérience. L'expérience en tant que telle, c'est quoi? C'est un jeu questionnaire. La personne en rouge, le sujet de l'expérience, il doit poser des questions à un individu qui se situe l'autre côté d'un mur, qui est représenté par le gilet vert, le V. Okay? Donc l'individu en V doit répondre à des questions choix de réponse. Et à chaque mauvaise réponse, l'individu en rouge doit administrer un choc électrique à l'individu l'autre bord du mur. Des chocs qui varient entre 50 et 450 volts. Donc, à peu près dans le coin de 320 volts, là, c'est dangereux pour une vie humaine. Okay? Donc, des chocs allant de 50 à 450 volts. Donc, plus le jeu avance, plus les chocs électriques sont forts. Le but de l'expérience, c'est de voir à quel point le sujet en rouge, il va continuer à y donner des chocs électriques. Okay? Quand est-ce qu'il va s'arrêter ou quand est-ce qu'il ne va pas s'arrêter, c'est ça qu'on va déterminer. Parce que je vous rappelle que le sujet en S, le scientifique, lui, il mène l'expérience. Et il demande au sujet en rouge, continuez monsieur, c'est pour le bien de l'expérience. Continuez monsieur, c'est pour le bien de l'expérience. Et de l'autre côté du mur, on entend l'individu qui souffre parce qu'il reçoit des chocs électriques. Donc, c'est de voir quand est-ce que la personne va arrêter d'obéir, quand est-ce qu'il va désobéir, ou si au contraire, le sujet, il va obéir à l'expérimentateur jusqu'à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience, elle est truquée. Ce ne sont pas des vrais chocs électriques qui sont administrés à l'individu au bord du mur. L'individu de l'autre côté, c'est un complice de l'expérimentateur. Donc, il simule le fait de recevoir des chocs électriques. Parce que je vous le rappelle, le but, c'est juste de voir à quel point l'individu en rouge, il va obéir au scientifique et il va continuer de donner des chocs électriques, même si de l'autre côté, il y a un individu qui souffre. Donc, c'est le but de l'expérience, de déterminer l'obéissance. Au départ, Milgram croyait que
environ 0,1% des gens se rendraient jusqu'à 450 volts. Donc, administraient la charge maximale. Et il déterminait que la moyenne des chocs administrés serait d'à peu près 150 volts. Okay? Donc, comme dans une prise électrique, là, une prise 120 volts, bon, 150, vous pouvez imaginer c'est combien à peu près. Résultat, 63% des gens ont réalisé une charge de 450 volts. 63% des gens, c'est plus que la moitié. Donc, plus de la moitié des gens se sont rendus à administrer le choc le plus violent à l'individu de l'autre côté. Et la moyenne des chocs administrés était de 360 volts. Tous les sujets se sont rendus à une décharge d'au moins 135 volts et il n'y a aucun qui a refusé de participer à l'expérience, même s'il n'était pas obligé. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ces résultats troublants de l'expérience, de voir que les humains ont obéi aux chercheurs, puis qu'ils sont rendus jusqu'à 450 volts, ça nous apprend que l'humain, oui, il est assez spécial. Puis malgré le fait qu'il y a des valeurs qui sont importantes, la valeur de sécurité, de respect, eh bien, dans ce cas-ci, 63% des gens se sont rendus jusqu'à donner un choc électrique très violent. Eh bien, ça nous apprend que, selon Milgram, encadré du bas, l'humain a une très forte tendance à se soumettre à une forme d'autorité qu'il considère comme légitime. Et ça peut aller jusqu'à agir contre nos propres principes et valeurs, et donc à attribuer la responsabilité de nos actions à l'autorité en question. Donc, réponse à la deuxième question de Milgram. C'est quoi qu'est-ce que ça nous apprend, ça, l'expérience de Milgram? Que l'humain, il a une très forte tendance à se soumettre à une forme d'autorité qu'il considère comme légitime. Ce que ça veut dire, c'est que les gens dans l'expérience se sont déchargés de la responsabilité de ce qui arrive en disant « Regarde, c'est le scientifique qui me demande de le faire, fait que je le fais. » Au même principe que le soldat nazi s'est probablement dit « Regarde, moi, là, j'obéis à mon supérieur, fait que je le fais. Puis c'est pas ma responsabilité, c'est lui qui me demande de le faire. Donc la responsabilité, ça va à lui qui me le demande. » Mais la réalité, c'est que qui est en train d'appuyer sur le bouton? C'est toi. C'est le sujet de l'expérience. C'est pas lui qui te donne l'ordre de le faire, c'est toi qui le fais. Au même titre que si tu appuies sur la détente, quelqu'un dit tire cette personne-là, tu appuies sur la détente, c'est que tu as obéi à son ordre. C'est pas lui qui l'a tué, c'est toi. Donc tu as obéi. Donc je me soumets à une forme d'autorité lorsque je la considère comme légitime, lorsque je dis oui, c'est d'accord. Puis ça peut nous pousser à agir contre nos propres principes. Je vous garantis qu'il n'y a pas un seul individu dans l'expérience qui a aimé ça, donner des chocs électriques au gars de l'autre bord. Là. Fait que malgré nos principes de sécurité, puis de respect, puis de droit à la vie, puis qu'on aime tout le monde, ben dans ce cas-ci, plus de la moitié des gens se sont rendus à faire du mal à quelqu'un, juste parce qu'on a obéi à une personne qui nous demandait de le faire. Donc ça, c'est la première expérience de psychologie sociale, assez troublante, comme on peut le voir. Deuxième expérience, l'expérience de Solomon Asch. Solomon Asch, également un chercheur en psychologie, et M. Asch veut s'intéresser au concept de conformisme. Donc on ne parle pas ici d'obéissance, on parle de conformisme. C'est quoi le conformisme? C'est le fait de se conformer à une attente sociale. C'est-à-dire, je réponds positivement, je dis oui à une attente sociale. C'est pas une règle, il n'y a pas quelqu'un qui va me taper ses doigts, c'est pas une autorité, c'est une attente sociale. C'est comme des principes, genre c'est la coutume. Exemple, quand tu t'en vas au centre d'achat, tu fais la file, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je réponds positivement à une attente sociale. C'est pas interdit de ne pas faire la file. Il n'y a personne qui va venir t'arrêter là, si tu ne fais pas la file. Tu vas juste avoir de l'air tu vas te faire juger par les autres, tu risques d'avoir de l'air de quelqu'un qui n'a pas de bon sens, puis les gens ne vont pas t'aimer. Okay? Mais le fait de faire la file comme tout le monde, c'est que je me conforme à une attente sociale. Exemple, ouvrir la porte à une personne âgée. C'est une attente sociale. Il n'y a personne qui va t'arrêter si tu ne tiens pas la porte à une personne âgée. Mais le fait que tu y ouvres la porte, puis tu la laisses passer, c'est une attente sociale. Donc le fait de le faire, d'ouvrir la porte, c'est faire du conformisme. La mode aussi est une forme de conformisme pour certains individus.
Oui, il y a certaines personnes qui vont dire « Moi, je m'exprime à travers mes vêtements, puis je le fais parce que je trouve ça beau et important. » OK? Donc ça, c'est une forme d'expression de soi. Mais quand tu dis « Moi, je porte ce vêtement-là parce que tout le monde le fait, ou parce que c'est cool », ça, c'est faire du conformisme. Je le fais parce que tout le monde le fait. C'est une attente sociale. Les gens, ils trouvent ça beau, c'est accepté, donc je vais le faire aussi. C'est ce que Salomon Asch veut voir dans son expérience, comment l'humain se conforme aux autres. Donc, c'est quoi l'attente, au final? Première question de Salomon Asch, évaluer le conformisme des individus. Comment l'humain vient-il à se conformer aux attentes sociales? Et il répond, comment il répond à l'influence des autres, au final? Donc, comment l'humain répond à l'influence des autres? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il ne le fait pas? C'est ce que Asch veut déterminer. Comment il a fait ça dans son expérience, Salomon Asch? Il a d'abord placé 6 sujets dans une salle. OK? 6 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste un seul sujet dans l'expérience. C'est par exemple la personne qui est entourée avec le cercle rouge. Ça, c'est la personne qui est dans l'expérience. Toutes les autres personnes sont des complices de l'expérimentateur. Okay? Donc, ce sont des personnes qui sont arrangées avec le gars des vues. L'expérience consiste, c'est très simple. Okay? Vous avez d'abord, chacun dans votre main, une ligne. Okay? Par exemple, le carton de gauche. Et ce que vous devez dire, c'est à quelle ligne sur l'image de droite correspond votre image. Okay? Donc, par exemple, il faut que tu dises, la ligne de gauche, est-ce que c'est pareil comme la ligne de A, la ligne B ou la ligne C? C'est tout ce que tu as à dire. Okay? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les individus qui sont complices, ils vont donner par exprès des mauvaises réponses. Ils vont, par exemple, dire tous la même mauvaise réponse pour voir à quel point l'individu qui est évalué, le sujet de l'expérience, est-ce qu'il va être influencé par les réponses des autres. Parce que si on regarde l'image, par exemple, vous aurez peut-être tendance à dire « Ah, l'image de gauche, c'est comme la ligne C à droite. » Eh bien, si tout le monde dit B, vous allez peut-être vous poser des questions de « Hey, coudonc, c'est-tu moi qui n'ai pas raison? Tous les autres disent ça. C'est-tu moi qui se trompe? » Puis, Salomon Asch veut évaluer à combien de pourcentage les gens vont se conformer aux autres, puis comment ils vont le faire pour rester avec leur propre pensée. On veut voir l'influence des autres agit comment sur l'individu. Eh bien, en moyenne, le taux de mauvaise réponse est d'environ 30%, contre moins d'1% en conditions normales. Ça veut dire que les individus, ils sont influencés par les autres. L'individu, lorsqu'il est entouré de personnes et qu'il sent que son comportement n'est pas pareil comme tout le monde, eh bien, il va s'y conformer. Parce qu'il ne se sent pas bien, il ne se sent pas à l'aise. Okay? Là, je vais essayer de vous passer une petite vidéo pour vous montrer là, un peu ce contexte de conformisme. On va voir par exemple des individus qui sont dans un ascenseur. Okay? Il y a une personne qui rentre dans un ascenseur, c'est la personne qui est étudiée, le sujet de l'expérience. Puis toutes les autres personnes sont des complices. Et ils vont se retourner dans une certaine direction. Et ce qu'on veut voir, c'est si l'individu qui est le sujet va faire comme tout le monde. Okay? S'il va se conformer à la norme. On regarde un petit extrait. Fait que dans la vidéo, on est en train de voir des individus qui se conforment aux autres. Tout le monde est tourné vers une certaine direction. Puis là, oh, coudonc, c'est juste moi qui est tout seul. Je ne comme pas trop. Bon, ok, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. Donc on se conforme, on fait comme les autres, parce qu'on ne veut pas être rejeté du groupe, on ne veut pas se sentir différent. Donc le conformisme a une forte influence sur l'individu. Je vais vous mettre la diapositive suivante, je vais skipper les vidéos. Donc, dans votre cahier, expérience de H. Qu'est-ce que cette expérience nous apprend? Que l'humain a une forte tendance à se conformer aux autres.
même s'il ne comprend pas pourquoi il le fait, et même si cela va à l'encontre de ses propres valeurs. Okay? Donc, on comprend que l'humain, il va se conformer aux autres, il va faire comme tout le monde, même s'il ne comprend pas pourquoi il le fait. Si toi, tu trouves ça important, par exemple, de conserver ta propre identité, même si tu vois que tout le monde est différent de toi, tu vas peut-être te sentir mal à l'aise. Il y en a pour qui ça n'a aucune importance. Okay? Mais, des fois, tu vas le faire parce que tout le monde le fait. Même si tu as des valeurs qui sont importantes pour toi, ça se peut que tu le fasses quand même. Tu n'es pas comme un robot. L'humain, il se fait influencer par les autres. Donc ici, conclusion de l'expérience de H, l'humain a une forte tendance à se conformer aux autres, même s'il ne comprend pas pourquoi, puis il fait ça, même si ça va à l'encontre de ses propres valeurs. Okay? Expérience de Solomon Asch. L'expérience suivante, qui est l'expérience de Stanford, aussi appelée l'expérience de Zimbardo. Une expérience qui a été réalisée aux États-Unis fin des années 50, début 60, et c'est une expérience qui est très controversée en psychologie sociale. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, cette expérience s'est déroulée dans le sous-sol de l'université Stanford aux États-Unis, en Californie. Et l'expérience visait à voir comment les individus agissent lorsqu'on leur donne un rôle en particulier, lorsqu'on leur attribue un rôle. Donc, l'hypothèse, la question de départ, c'est de déterminer comment l'individu agit lorsqu'on lui donne un rôle, lorsqu'on le place dans une situation donnée. Comment l'individu va réagir. L'expérience de Zimbardo, comme vous pouvez voir, là, c'est on simule une prison. Donc, il y a des individus qui participent à l'expérience. Et ils sont placés de manière aléatoire en tant que soit prisonniers ou gardiens de prison. On les place dans le sous-sol de l'université Stanford et on veut voir comment vont-ils réagir. Comment vont-ils agir en fonction de leur rôle, soit de prisonniers, soit de gardiens de prison. Eh bien, ce qu'on découvre dans cette expérience-là, c'est que même si ce sont des êtres humains totalement libres, là, ils vivaient dans la rue là, 15 minutes, là, ils étaient chez eux, c'est des soins comme tout le monde, eh bien, peu à peu, au fil de l'expérience, ces gens-là vont incarner leur rôle profondément. Et ils vont se sentir très différents des personnes qui ont un rôle qui est l'opposé, finalement. Donc, les prisonniers vont se sentir comme de vrais prisonniers, ils vont agir comme des prisonniers, et les gardiens de prison vont même agir à commettre certains sévices. Là. Ils vont commettre, par exemple, des abus verbaux, ils vont, par exemple, imposer des conséquences aux prisonniers, même si ce n'est pas des vrais gardiens de prison. Ce sont des individus comme vous et moi. Mais parce qu'ils ont été placés dans cette situation-là, eh bien, ils ont commis certains actes. Okay? Je vais essayer de vous montrer un extrait juste ici, puis vous allez voir un peu des images d'origine de l'expérience. Donc, finalement, il y a eu une révolte des prisonniers également. On a vu que certains prisonniers se sont sentis très mal à l'aise suite à l'expérience. Beaucoup de conséquences psychologiques là, pour les individus qui ont participé. Donc, ce que Zimbardo a observé dans son expérience, il est obligé de l'arrêter même avant la fin là, parce que ça dégénérait beaucoup trop dans cette expérience-là. Il a baptisé ce qu'il a vu par l'effet Lucifer. C'est-à-dire que il y a certains facteurs
Je suis désolé, je vais juste... certains facteurs qui viennent à influencer l'individu et qui finalement a tendance à adopter un rôle précis, un rôle social qui lui est confié. Donc, le fait d'avoir placé les gens comme étant des prisonniers, eh bien, ça les a rendus comme des prisonniers. Ils agissaient comme des prisonniers. Ils se pensaient comme des prisonniers. Puis même principe pour les gardiens de prison. Ils étaient rendus à adopter leur rôle social. Si je vous dis, par exemple, vous êtes aujourd'hui une agente de bureau, eh bien, peut-être que vous allez vous habiller d'une certaine façon, vous allez parler d'une certaine façon, vous allez peut-être délaisser votre identité d'étudiant, puis vous allez adopter le rôle et la stature qui vous est imposée par votre rôle. Si, par exemple, je vous place comme premier ou première ministre, eh bien, peut-être que vous allez parler différemment, vous allez agir selon le rôle qu'on vous a attribué. C'est ce que Zimbardo explique par son expérience. Donc, conclusion de l'expérience de Zimbardo, l'humain a tendance à adopter le rôle social qui lui est confié par une autorité légitime et peut agir contre ses valeurs et principes si ce rôle l'exige. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience de Zimbardo, là, elle est très critiquée là, par le milieu, dans le milieu des sciences humaines parce qu'il y aurait eu intervention de la part de l'équipe scientifique, là, notamment de Zimbardo lui-même, envers les prisonniers pendant l'expérience. Hey, OK, essayez de faire telle chose, on va voir comment les gardes vont réagir. Et il aurait même dit aux gardes, par exemple, hey, essayez telle conséquence, on va voir ce que ça va donner. Donc, il serait lui-même intervenu dans son expérience, ce qui, évidemment, fausse les résultats, là, on s'entend. Là. Mais tout de même, on peut voir que cette expérience-là a eu de profonds impacts sur, oui, les autres expériences qui ont suivi, mais qui expliquent parfois également certains comportements sociaux, certaines habitudes, certaines actions qui sont en fonction du rôle de l'individu. Donc, c'est important quand même de le voir là, dans le cours, que cette expérience a vraiment marqué là, les individus, puis ça explique beaucoup de choses parfois. Donc, tendance à adopter le rôle social qui lui est confié. Ça marche? Il nous en reste une, on ne lâche pas. Dernière expérience, l'expérience de Darley et Latané. Okay? C'est une expérience également en psychologie sociale. Cette fois-ci, c'est le principe de l'expérience de Darley Latané, c'est l'effet du passant, l'effet témoin. Okay? C'est comme ça qu'ils ont baptisé le concept, là, la situation dans leur expérience. Parce qu'à l'origine, d'où part l'expérience de Darley Latané? Ça part d'une situation malheureuse qui est arrivée aux États-Unis dans les années 50. Il y a une dame, dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement, qui habitait à New York. Et cette dame-là, elle a été violemment battue par un criminel dans la rue, aux yeux de tous. Comme on peut voir par l'image en haut à droite là, de votre écran, c'était dans la rue, dans une rue passante, là, il y avait des lumières, là, tout le monde pouvait voir, et elle se faisait attaquer par deux criminels. Et il y avait plein de personnes qui étaient au balcon dans leurs appartements et qui entendaient les cris de cette dame, et elle tentait finalement de survivre là, et de s'échapper de la situation. Eh bien, il y a plein de personnes qui ont été témoins de cette situation-là, qui l'ont vu, cette personne-là, en train d'être violentée, et ils n'ont rien fait pour aller l'aider. Il n'y a personne qui est intervenu dans la situation. Et finalement, cette dame est décédée suite à l'attaque qu'elle a subie dans la rue. Donc, le but de l'expérience de Darley Latané, ça part de cette situation fâcheuse qui est arrivée aux États-Unis. Ça a fait une grande polémique, là, et l'hypothèse, donc la question de départ de l'expérience, question 1 sur Darley Latané, comment l'humain agit lorsqu'il est en présence de témoins dans une situation donnée. Donc, comment l'humain agit lorsqu'il est témoin d'une situation et qu'il est en présence d'autres témoins. Est-ce que ça influence son comportement? Comme vous pouvez voir dans les images en bas, on veut voir finalement comment l'humain en vient-il à donner un comportement prosocial. Comment vient-il à aider l'individu et quels sont les facteurs qui font en sorte que l'humain n'aide pas quelqu'un et quels sont les facteurs qui font en sorte que l'humain va aider quelqu'un. Vous avez peut-être déjà vu de bagarre là, à l'école secondaire ou quelqu'un qui une bataille à la cafétéria entre deux personnes. Là. Il y a beaucoup de personnes qui vont juste se tenir à côté, vont observer et vont filmer la situation, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc, peut-être que toi, tu es en train de percevoir que la personne a besoin d'aide, mais pourquoi tu ne vas pas l'aider?
C'est ce que Darley Latané veulent voir dans leur expérience. Pourquoi les gens aident, quelles sont les conditions qui vont faire qu'ils vont aller aider. Donc au final, comment l'humain agit lorsqu'il est témoin d'une situation qui nécessite de l'aide. Donc dans l'expérience de Darley Latané, c'est assez simple comme expérience. Là, entre guillemets, il y a eu beaucoup de reproductions de l'expérience. Je ne peux pas toutes vous les passer, là, mais entre guillemets, si j'ai à vous résumer ça rapidement, c'est on met des individus dans une salle, okay, dans une situation donnée, et on demande aux individus d'agir. Okay, on demande aux personnes de porter aide. Okay. Donc, si j'ai à résumer l'expérience de Darley Latané, c'est une expérience qui vise à voir comment l'humain va-t-il aider son prochain. C'est une expérience dans laquelle ils ont placé des individus universitaires dans une salle et dans laquelle il y a une personne qui entrait dans la salle et qui, par exemple, avait un malaise. La personne se jetait à terre, avait un malaise, faisait une crise d'épilepsie. Et ce qu'on voulait voir, c'est qui va intervenir en premier. Est-ce que les gens vont rester là à rien faire ou au contraire, ils vont y aller? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne qui est... En fait, il y a beaucoup d'individus qui sont complices de l'expérience et il y a une personne qui est étudiée dans cette expérience-là. Et lorsque la personne entre dans la classe et se jette par terre et fait sa crise d'épilepsie, eh bien, il n'y a personne qui réagit. Okay? Tout le monde fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, continue de faire leurs travaux. Donc, l'individu qui, elle, n'est pas complice, perçoit la situation, regarde les autres qui ne réagissent pas du tout et se demande quoi faire. Donc, tout ce qu'on veut voir, c'est finalement cette personne-là qui a perçu la situation d'aide, est-ce qu'elle va y aller ou elle va être influencée par le fait que les autres, ils ne l'ont pas vu, qu'elle avait besoin d'aide, c'est moi qui est bizarre ou qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est un peu ça l'expérience de Darley Latané, de voir comment l'individu en vient-il à aider les autres. Je vous passe une séquence pour vous montrer cette expérience-là. Ça vient du département de police de Hartford, aux États-Unis, et c'est un extrait, là, finalement, des caméras de surveillance. Et c'est une personne qui... c'est un complice, là, du moins, là, et c'est une personne qui se fait happer par un véhicule. Et le but de l'expérience, c'est de voir comment les individus vont-ils réagir suite à l'impact, là, suite à l'accident. Donc, je vous montre la personne qui se fait happer par un véhicule, et vous allez voir des gens sur le trottoir. Et on va voir finalement comment ces gens-là vont-ils intervenir. En fait, vont-ils y aller? Je vous montre l'extrait. Puis je vais commenter au fur et à mesure. Donc ici, on va voir l'individu qui va traverser la rue. Juste ici, il va traverser la rue. Et là, vous allez voir, il va se faire happer par une voiture. Voilà. Ici, il se fait happer par la voiture. Et là, on a des gens sur le trottoir à gauche. Et c'est de voir si les gens vont y aller. Oh, là, il y a une dame. OK. Non, moi, j'y vais pas. OK. Bon, les gens continuent de marcher. On se demande, OK, est-il correct? Bon, là, il y a 3-4 personnes qui... Ouais, OK, là. Puis un monsieur, regardez, il va passer. Il regarde, là, à droite en bas. Qu'est-ce que je fais? Il va passer à côté. Pas trop, là. Les voitures n'arrêtent pas. Il y a une personne qui s'avance, fait que là, les autres, ils vont, mais personne ne va l'aider. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Que se passe-t-il, là? Là, tranquillement, des gens qui s'approchent. Mais vous voyez, là, en ce moment, on sent qu'il n'y a personne qui va l'aider, là. Si on regarde, puis on observe. Là, on a une auto de police qui arrive, là, pour finalement régler la situation. Quelqu'un a mentionné les urgences. Mais il n'y a personne qui est allé l'aider, là, techniquement. Donc, dans cette situation, on voit ce que Darley Latané appelle l'effet du témoin, l'effet du passant. Et je vous mets la conclusion de Darley Latané. Selon eux, l'humain a tendance à partager la responsabilité avec les autres témoins d'une situation où une personne a besoin d'aide, ce qui diminue les probabilités qu'il intervienne le plus grand nombre de témoins. Okay? Donc, on résume ça, là. Selon Darley Latané, leur expérience se résume par ce qu'ils appellent l'effet
témoin, l'effet du passant. Lorsqu'il y a plusieurs individus dans une pièce, dans un contexte donné, sur le bord de la rue, puis qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, lorsqu'il y a plein de personnes, on partage la responsabilité d'aller aider avec le nombre de témoins. Donc, plus il y a de témoins, moins on a tendance à aller aider un individu. Tandis que si une personne a un besoin d'aide et que tu es seul à pouvoir aider cette personne, il n'y a pas d'autres témoins autour de toi, tu vas te sentir plus responsable d'aller aider cette personne parce que tu ne peux pas partager la responsabilité avec d'autres individus. Donc, plus il y a de témoins, moins la responsabilité est grande. Moins on prend ça personnel d'aller aider une personne. Au même titre que, par exemple, il y a des itinérants dans la rue. Plus il y a de personnes en ville, plus il y a de personnes qui les évitent, plus toi aussi tu as de tendance à éviter cette personne-là. Quand, au contraire, quand tu es tout seul à passer dans la rue et que cette personne te regarde directement, tu te sens plus interpellé. Donc, c'est ce que Darley Latané appelle l'effet du passant, l'effet témoin. Okay? Donc, on partage la responsabilité avec les autres témoins d'une situation lorsqu'une personne a besoin d'aide. Et la probabilité qu'il intervienne diminue plus il y a de témoins dans l'expérience. Okay? Donc, plus il y a du nombre de personnes, moins on a tendance à intervenir parce qu'on ne se sent pas nécessairement concerné, pas nécessairement responsable de ce qui arrive. Donc, ce sont l'expérience de Darley et Latané. Donc, je vous mets notre dernière question dans votre cahier. Là, je vais changer pour votre cahier, juste ici. Donc là, on vient de faire les pages 13, les 2 questions sur Milgram. On vient de faire les pages 14, les 2 questions sur Salomon Asch. On vient de faire la page 14 et 15, les 2 questions sur l'expérience de Stanford. Page 15, expérience de Darley Latané, les 2 questions. Et finalement, il nous reste une dernière question à la page 16 pour compléter votre cahier. Et cette question est la suivante, comme vous pouvez voir à l'écran. Pourquoi est-ce utile de comprendre ce que nous apprennent les expériences sur le comportement humain pour faire de la réflexion éthique, selon toi? Okay? Donc la question que je vous pose, autrement dit, là, si vous ne comprenez pas la question, c'est bref, qu'est-ce qu'on apprend sur l'humain grâce à ces expériences-là? Okay? La dernière question, c'est vraiment pour résumer le chapitre. Je veux que vous posiez la question, qu'est-ce que toutes ces expériences-là nous apprennent sur l'humain? Autrement dit, l'animal éthique, qu'est-ce que ces expériences-là m'ont-ils appris sur le concept d'animal éthique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce concept-là d'animal éthique? Qu'est-ce que j'ai appris au final là, sur le comportement humain avec les 4 expériences, avec Kohlberg et avec ce que vous avez vu en début de cahier sur l'humain animal éthique? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le comportement humain? Donc, c'est une question que vous avez à répondre dans votre cahier. Pensez-y comme il faut. Là. En général, les étudiants ont répondu. Là, ils ont pris un bon 15 minutes là, pour répondre, réfléchir à ce qu'ils allaient écrire. Donc, n'hésitez pas à aller revoir dans votre cahier aussi les pages précédentes afin de déterminer ce que vous allez écrire dans cette question. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur l'humain grâce aux expériences sociales? Qu'est-ce que ça veut dire, autrement dit, l'animal éthique? Je vous laisse penser à ça et on se revoit au prochain cours.